Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à remercier par cette occasion tous les organisateurs de 34e édition des entretiens médico-chirurgicaux de Monastir, en voyant donc ces EMC dans la nouvelle version. Donc, je remercie tous les organisateurs pour l'effort fourni, mais aussi pour nous donner l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, parler de l'éthique et Covid, c'est un sujet qui prend beaucoup de temps, mais je vais être bref pour montrer des messages qui changent. Et d'ailleurs, lorsqu'on a parlé un peu de problèmes médico-légaux liés au Covid, dans le webinaire ou le webinaire Days, donc les choses ont évolué, surtout par rapport aux problèmes posés par la vaccination. Donc, la pandémie du Covid, donc, c'est face à des médecins qui soignent des patients avec beaucoup de problèmes, de l'incertitude, de ressources qui restent toujours limitées et les risques pour la santé, mais surtout aussi donc des soins qui ne relèvent pas parfois de champ d'application de certaines personnes. Donc il y a une incertitude par rapport au virus, au diagnostic, au traitement et à la vaccination. Donc tout est en bouleversement, en étude donc continue. Donc avec des états graves parfois des patients qui amènent à des décès, des conséquences sociales dramatiques parfois avec des décès multiples dans des familles, et ça pose des problèmes médico-légaux, éthiques avec des enjeux. Alors le médecin, il est tenu normalement depuis 1934 de dire ou de donner des soins qui sont consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, qui a été changé après par les données actuelles de la science pour dire qu'il y a une actualisation. Alors cette exigence de soigner donc pose énormément de problèmes éthiques et amène à respecter certaines règles. Tout d'abord le principe de non-malfaisance. Deuxièmement, la non-discrimination, et vous allez voir que ça pose énormément de problèmes, surtout en matière de soins et en matière de vaccination. La non-hiérarchisation des vies, le respect des droits fondamentaux, surtout les droits à l'autonomie, la dignité de l'être humain par rapport au Covid, l'équité et l'attention aux plus vulnérables. Alors, je rappelle que depuis le décret gouvernemental de 2020, c'est considéré comme étant une maladie transmissible, et qui dit maladie transmissible dit une obligation de médecin d'information du patient. Donc c'est une maladie à information obligatoire, mais aussi c'est une maladie à déclaration obligatoire et qui constitue une dérogation légale au secret médical. Alors, on déclare aussi le décès lié aux maladies transmissibles, et donc si le patient qui a été informé, il refuse donc de se soumettre au traitement, et surtout, on parle de l'isolement et non pas du traitement prophylactique. Et la loi relative aux maladies transmissibles, qui date depuis 1992, le met sous l'obligation d'hospitalisation d'office. Et d'ailleurs, ça touche au principe éthique principal qui est le droit à l'autonomie. Donc, le patient va être privé d'un droit fondamental qui est le droit au consentement pour faire ou pas assurer des soins, et il sera mis en hospitalisation d'office dans un service où on fait l'isolement. Donc, ça pose énormément de problèmes de point de vue éthique, mais vous allez voir que ici, c'est l'intérêt collectif qui prime par rapport à l'intérêt individuel de la personne. Le deuxième problème qui se pose par rapport à l'information, c'est qu'on est dans un contexte d'incertitude et les médecins ne connaissent pas suffisamment d'informations. Alors comment il va faire véhiculer l'information, tout en sachant que parfois, dans le même semestre, on aura des articles et des nouvelles recommandations. Hatta fait l'hygiène, on se rappelle tous qu'on était très attentifs initialement parce qu'on craignait que si se transmet de façon rapide, même avec les surfaces. Et après, les choses ont évolué. Donc l'information qui va être donnée aux patients, c'est une information qui est évolutif et qui pose aussi un problème d'incertitude. Donc, il y a aussi le problème de confidentialité. Et on a constaté, surtout dans la première vague, la notion de divulgation des informations relatives aux patients. D'ailleurs, on a la stigmatisation des personnes dans certaines collectivités qui sont désignées comme étant des personnes atteintes de Covid, et c'est une interdiction de sortie du domicile, etc., etc. Donc ces éléments-là sont des éléments qui peuvent toucher au principe d'autonomie, mais surtout au principe de dignité et une stigmatisation de certaines personnes qui posent un problème éthique. Alors j'arrive au troisième problème éthique majeur et qui, j'espère que ça passe calmement après, c'est le problème de l'assistance à une personne en danger. En fait, le problème qu'on a vécu surtout au mois de juillet 2021, c'est le problème d'une vague très importante avec une capacité hospitalière qui est dépassée. Et donc, il y a un problème de priorisation des patients où on va faire un ordre de prise en charge qui prendra en charge en premier lieu, surtout en milieu de réanimation et pour le lit d'oxygène. Et ça se pose le problème de rationnement de ressources qui a été obligatoirement nécessaire. Et quand je parle de rationnement de ressources, ce n'est pas seulement par rapport aux équipements médicaux, mais aussi aux équipements de protection du personnel soignant. Et ça pose énormément aussi de problèmes éthiques par rapport, bien sûr, à la protection du personnel.
Et c'est le problème de difficulté d'obtenir les EPI. Donc il y avait un équilibre, et plutôt je dirais un déséquilibre, entre le devoir de médecin de soigner ses patients, ses obligations de protéger sa famille, parce qu'il va rentrer à la maison où il y a ses parents qui sont parfois donc, en immunodépression ou multitarés, et protéger en même temps ou respecter son droit de protéger sa propre santé. Et c'est un dilemme éthique qui est majeur parce qu'on va sauver la vie de l'être humain, parfois au dépens de le respect de la vie même du soignant, aussi de sa famille. Donc, l'assistance à une personne en danger, elle est régie en Tunisie par une loi, et ça, c'est le problème purement légal, mais je vais m'attarder surtout sur l'absence des risques. Parce que pour retenir la responsabilité du médecin lorsqu'il n'assiste pas à une personne en danger atteinte du Covid avec une détresse respiratoire, le problème ou bien l'argument qui peut sauver le médecin, c'est le risque encouru par les soins. Mais il faut savoir que dans la législation tunisienne, le risque de contagion n'est pas considéré comme étant un risque sérieux. Et donc, ce n'est pas une excuse qui peut être donnée par le médecin pour dire que je ne peux pas assister ou je ne peux pas sauver la vie de l'être humain parce que je risque d'être contaminé. Et ça pose un problème par rapport aux EPI. Donc, les médecins, il a l'obligation de traiter ses patients même s'il n'a pas des EPI parce que, de point de vue éthique, il faut sauver la vie de l'être humain, mais de point de vue juridique aussi, s'il n'assiste pas à cette personne, ça ne constitue pas une excuse absolutoire, ce qu'on appelle sur le plan pénal. Alors, le quatrième point, c'est le point de la réanimation. Et d'ailleurs, lorsqu'on a fait la revue de la littérature, il y a un problème énorme en matière de réanimation, de prise en charge des patients. Et la question que se posait, c'est que la priorité des cliniciens, elle a changé en matière de Covid. Alors, la priorité des cliniciens se déplace d'une préoccupation à l'égard des patients particuliers vers une préoccupation à l'égard plutôt de besoins d'un grand nombre. Grand nombre en termes de personnel, de lits de réanimation et de matériel. Et donc, on se concentre plus sur le matériel, sur l'équipement, mais sur la préoccupation de prise en charge de patients. Et la question que se pose, c'est que lorsque la demande des respirateurs artificiels dépasse l'offre, sur quels critères devrait-on se baser pour prendre des décisions en ce qui concerne le raisonnement? Et ça, c'est la question qui a été posée au mois de juillet 2021 en Tunisie. À qui donner le respirateur qui reste dans un hôpital? Alors, ce n'est pas un problème spécifique éthique de la Tunisie, mais ça se pose dans le monde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles, comme celui qui a été publié au JAMA, et les auteurs ont établi dans le monde entier ce qu'on appelle des scorings. Donc, pour faire l'ordre de priorité, il ne s'agit pas de choisir sur la base de l'âge, une discrimination, mais il faut établir des scores qui sont valables sur le plan scientifique. Et les recommandations ne pensent pas seulement au score, mais aller même jusqu'à des comités de triage. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser la responsabilité de choisir à un seul médecin, mais un comité, il y fait l'urgentiste, le réanimateur et bien sûr les autres intervenants de l'hôpital, les administrateurs. Alors, comment ils vont choisir sur la base des scores? D'ailleurs, je vous montre ici des exemples des scores qui ont été établis. Alors, ces exemples de scores, donc, ils parlent surtout de save lives, ce qu'on appelle le problème de respect de la vie humaine, mais aussi la qualité de vie de l'être humain après une réanimation. Il y a un scoring. Bien sûr, plus le score il est bas, plus c'est une personne qu'il faut l'admettre en réanimation. Ça, c'est un exemple qui a été publié par rapport au scoring de choix de l'admission ou non en milieu de réanimation. Alors, les recommandations parlent aussi de certains points. Tout d'abord, maximiser les bénéfices en matière de vie sauvée et d'années de vie gagnées. C'est la balance qu'il faut calculer. Deuxièmement, prioriser le personnel soignant. S'il n'y a pas de personnel soignant, on aura un problème de déficit. Donc, ce sont des personnes qui sont prioritaires pour la prise en charge en milieu de réanimation. Troisièmement, l'égalité requiert une loterie plutôt que le critère premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire, je peux laisser le lit vide pour accueillir une autre personne parce qu'il y a quand même d'autres critères qui rentrent en considération. Quatrième point, les données probantes, le contexte et les pronostics, bien sûr, scientifiques. Le cinquième point, c'est les participants aux essais cliniques sont prioritaires, qui les personnels soignants, c'est des personnes qui sont des volontaires sains ou des malades, donc ils auront la priorité d'accéder au lit de réanimation, puisqu'ils vont tomber malades dans le cadre des protocoles de recherche. Le sixième point, c'est qu'il ne veut pas avoir de différence sur le plan de répartition de ressources entre les patients atteints de Covid et les personnes ayant d'autres problèmes de santé. Malheureusement, on est tombé dans la piège ici parce qu'on donne toujours la priorité par rapport aux personnes et les humains atteints de Covid plus que les autres pathologies. Alors, le droit d'accès aux soins, ça pose aussi des problèmes éthiques puisque c'est un droit fondamental et c'est une obligation pour le médecin. Alors, il n'y a pas de consensus dans la prise en charge, mais il faut toujours respecter les recommandations qui sont en mutuelle progression.
Le problème que peut se poser, c'est la discrimination, et je vous ai expliqué qu'il y a des solutions par rapport à ça, mais aussi on peut avoir des refus de soins par rapport aux patients, et lui qui peut être considéré parfois comme étant une euthanasie passive. Et ça touche aussi au principe d'autonomie du patient. Alors, par rapport aux soins, cette épidémie, elle a changé aussi la définition de soins. Et le soin égale la guérison, le traitement du patient. Mais maintenant, ça change, puisque soigner n'est pas toujours guérir, mais plutôt prévenir avec les gestes barrières, accompagner en fin de vie, et on a accompagné les services de réanimation parfois, et les services d'urgence des personnes en fin de vie, traiter les inconforts et donner des soins palliatifs. Alors, par rapport à la question de fin de vie, alors c'est une question, elle prend tout un atelier par rapport au Covid de fin de vie, mais les grands points les plus importants, c'est de différencier entre un acharnement thérapeutique, un arrêt des soins actifs et une euthanasie. Pour vous dire que l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire que je vais m'acharner pour traiter des patients où le risque ou bien le pronostic, il est mauvais et on n'aura pas de résultat. Et donc la décision d'arrêter les soins actifs pour ne pas, je dirais bien les soins actifs, parce qu'il faut quand même donc accompagner ces personnes. Accompagner ces personnes en matière de Covid, c'est donner l'oxygène. Et parfois l'oxygène était défectué et n'existait pas, surtout dans la période de fin de juillet 2021. Alors, quelle qualité de soins? Ça altère aussi la qualité de soins. Je vais revenir ça pour les autres pathologies. Alors, il y a aussi l'autonomie du soignant par rapport à la prise en charge du Covid-19. Et on a vu, surtout dans la première vague, des personnels qui refusent de faire des prélèvements Covid par risque de contamination ou de donner même des soins. Et dans la médecine du travail, il y avait des demandes énormes d'exemption pour éviter de travailler durant la période du Covid. Ça rentre dans les cadres de droit du personnel, mais il faut faire attention aux urgences parce que s'il n'assiste pas une personne aux urgences, ça risque de rentrer dans les cadres de l'assistance à une personne en danger. Alors, la prise en charge d'autres pathologies autres que Covid, et ça a été le problème majeur. D'ailleurs, le problème avec les cancéreux et un retard de prise en charge, donc des cancéreux avec des complications et des conséquences qui sont parfois néfastes. Ça engage leur responsabilité médicale, même si c'est quelque chose qui ne dépend pas directement de médecins, et ça rentre dans les cadres de ce qu'on appelle de perte de chance de guérir d'un cancer, surtout il y a une intervention au stade 1 et on le fait au stade 3, donc c'est une perte de chance et le patient il a le droit d'avoir une indemnisation par rapport à ça. Donc le dépistage systématique, les salles surtout fin juillet, c'est un dépistage qui pose des problèmes éthiques. Il faut bien cibler le dépistage et surtout avoir le consentement éclairé des personnes, voire même un consentement par écrit pour éviter le problème d'autonomie de la personne. Alors, droit à la vie, c'est un droit obligatoire. Alors, la recherche médicale, ça a été polémique, surtout dans la première vague, parce qu'on connaissait pas bien les traitements, ou ça a le problème de l'hydroxychloroquine, ou est-ce qu'il faut l'utiliser, etc. Alors, la règle générale, c'est qu'il faut faire attention. Fitoun, ça a de créer une législation qui est riche en matière de recherche biomédicale, et d'ailleurs, fait un comité de protection des personnes qui examine ces protocoles de prise en charge des personnes Covid. Les règles qu'il faut respecter sur le plan éthique, c'est l'intégrité, c'est le bénéfice-risque et l'autonomie du personne qui est soumise donc à la recherche. Et surtout, il faut faire attention aux médias, parce que parfois les médias ont joué un rôle qui est paradoxal en matière de recherche, où ils ont fait une amplification et voire une désinformation dans ces contextes. Ils ont transformé des recherches parfois ou des hypothèses qui sont en cours de vérification à des vérités, qui m'a fait l'hydroxychloroquine, mais elle m'a fait laisser et on est en train de parler de traitements miraculeux par rapport au Covid. Alors, par rapport au décès, c'est un problème qu'on a vécu dans les services de réanimation, mais aussi au service de médecine légale, parce qu'il y a un problème de gestion des décès. L'obligation de mise en bière où on n'est pas en train de voir la personne donc, après la mort. Et ça pose énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que l'impossibilité pour le proche d'accompagner un être cher lorsque il entre dans la phase ultime de sa vie. Et d'ailleurs, dans plusieurs services, on interdisait les visites. Et donc, c'est vraiment une impossibilité d'accompagner cette personne pendant 2 semaines, 3 semaines. Et après, on déclare le décès. Et ça pose énormément de problèmes éthiques. L'impossibilité de voir le corps après la mort, par crainte de contamination qui était abusif, je dirais, par rapport à l'expérience, parce qu'on peut trouver d'autres solutions, et ça montre un déséquilibre. Maintenant, on va voir sur le plan psychologique qu'il y aura quand même un déséquilibre psychologique important dans la population. Il faut savoir aussi que le rite de séparation entre les vivants et les morts, c'est une codification anthropologique qui existe,
Pourquoi? Parce que ça permet d'assurer la perte individuelle et de participer à l'organisation de vie ensemble. C'est très important de jeter les derniers coups d'œil. Ça permet de quand même assimiler qu'il y a un décès, d'être sûr que la personne elle est morte et de vivre le deuil. Parce que si on ne va pas vivre le deuil, ça pose énormément de problèmes sur le plan éthique et psychologique. Il y a aussi le problème du respect des personnes après la mort. On les traite parfois, je dirais, dans certaines régions comme des objets où il faut surtout tout ce qui est procédure d'inhumation, etc. Et ça touche à la dignité de l'être humain. J'arrive au dernier point, c'est le problème de vaccination. Et Fitoun, il y a toute une loi qui régit ce problème-là. Et la question était entre l'obligation et le choix. C'est une obligation indirecte par le pass vaccinal, mais quand même, ça reste au choix pour certaines personnes. Il n'y a pas de responsabilité pénale, c'est la responsabilité civile pour tout ce qui est l'absence de fautes intentionnelles. Alors ça c'est pour par rapport aux problèmes éthiques posés par rapport à la vaccination. Alors le problème qui se pose, c'est que parfois lorsqu'on pense à l'intérêt public, et on s'occupe de l'intérêt public, on oublie un peu l'identité individuelle de la personne, en parlant un peu de la justice sociale et de la solidarité relationnelle. Donc la question que se pose, est-ce qu'il faut élargir les limites de notre solidarité pour que l'on passe de nos œufs à nous tous, c'est-à-dire le problème de solidarité nationale, ce qui a donné ce qu'on appelle le pass vaccinal. Il y a aussi le problème de priorisation vaccinale, et c'était par tranche d'âge, par comorbidité, par le personnel soignant, etc. Ça peut toucher au principe d'équité. Il y avait beaucoup de gens qui demandaient le vaccin alors qu'ils avaient 40 ans. La première partie de la vaccination, ils n'avaient pas cet accès, à part le personnel soignant. Et donc ça peut toucher au principe d'autonomie et d'équité et l'inégalité surtout entre les pays. Et d'ailleurs, les problèmes, les mutations, etc., les plusieurs vagues, c'est qu'il n'y a pas une homogénéité par rapport à la vaccination dans plusieurs pays. Alors, par rapport au passeport et passe vaccinal, ça pose un problème sur le plan de la vie privée, surtout donc des personnes non vaccinées. Ça peut engendrer un risque de discrimination, ça augmente les inégalités sociales et ça touche au principe d'autonomie et de liberté. Mais, l'intérêt collectif, c'est lui qui prime par rapport à l'intérêt individuel. La vaccination de l'enfant, c'est un sujet de débat, c'est dans le cadre de l'immunité collective. Si les enfants ne sont pas vaccinés, ils vont être vecteurs de virus, mais tout en sachant qu'il n'y a pas un bénéfice individuel direct pour l'enfant. Les études ont montré quand même les formes graves chez l'enfant ne sont pas très importantes par rapport au sujet adulte. Et donc le bénéfice de la vaccination par rapport à l'adulte, il est moindre, voire qui n'est pas très important. L'avis du Comité national d'éthique français a précisé que le bénéfice individuel direct de la vaccination pour les enfants et les adolescents est très limité en termes de risques liés à l'infection. Et d'ailleurs, en France, dans la première partie, en juin 2020, ils n'ont pas préconisé facilement la vaccination des enfants. Alors, comment justifier cette vaccination de point de vue éthique? Tout d'abord, il faut avoir un culte scientifique par rapport surtout au terme de pharmacovigilance. Le deuxième point, quelle tranche d'âge il faut cibler? Et le problème qui se pose, c'est surtout l'information de consentement. Le consentement est un tuteur légal. Aux femmes, il y a des influences par les parents. Et les hommes sont convaincus du vaccin, et donc ils vont interdire les enfants de se faire vacciner. Donc ça ne traduit pas vraiment le point de vue de l'enfant et ça touche au principe de l'autonomie. Tout en sachant, les FIFRANS, ils sont en train de discuter au Belgique la notion du pass sanitaire dans les écoles pour obliger un peu le parent à faire vacciner ses enfants et ça touche aussi au principe d'autonomie. Alors, mais en définitive, في آخر décision 16-12 عند نهارين نتاع le Comité national d'éthique français par rapport à la vaccination de la tranche d'âge entre 5 et 11 ans. Alors, le Comité national insiste sur le fait que cette vaccination des enfants doit être une proposition et non une obligation, d'ailleurs, et ne doit pas être incluse dans un pass sanitaire pour respecter l'éthique et le principe d'autonomie. Donc, ça reste toujours un enjeu par rapport à la vaccination, c'est l'équilibre entre le principe d'autonomie et la liberté de consentir avec la responsabilité collective. Alors, le point, c'est le confinement. Le confinement fait beaucoup de problèmes éthiques, surtout des mesures justifiées dans un intérêt collectif. Il s'impose et parfois s'oppose à l'intérêt individuel, et il y aura une tension entre l'intérêt collectif et les risques individuels par rapport à la contamination, pour parler du problème de survulnérabilisation des personnes ou des populations. D'ailleurs, le confinement a été fait pour protéger les personnes vulnérables, mais en même temps, ça engendre la mort des personnes vulnérables. Pourquoi? Parce qu'on limite l'accès aux soins de ces personnes-là. Quand il est confiné, il ne peut pas accéder
à son médecin traitant pour se faire traiter des pathologies, les comorbidités qui existent. Et ça pose un problème de dilemme par rapport à la protection des personnes vulnérables versus la mort et l'augmentation de morbidité du vulnérable. Alors, il y a aussi la mort sociale, ça c'est les psychiatres qui peuvent en parler, et le problème des violences conjugales qui a augmenté par rapport aux études statistiques constatées du fait de la promiscuité. Alors, l'épidémie de Covid a révélé aussi les limites de notre société contemporaine. Et je termine avec cette plaque pour vous dire que la question du libéralisme et de mondialisation, elle s'est posée parce qu'on est en train de parler des pays riches, des pays du Nord et des pays du Sud, et ça pose des problèmes par rapport aux moyens et à la protection vaccinale. On a vu avec l'Omicron qu'il n'y a pas cette protection, même si le taux de vaccination a atteint des pourcentages très élevés dans ces pays, mais quand même ça suscite un problème de discussion éthique. Voilà. En conclusion, donc, le problème de la vaccination, le problème du Covid, ça touche aux principes éthiques, surtout relatifs aux fins de vie, au confinement, isolement et parfois la contention de certaines personnes qui sont dangereuses, les questionnements et les souffrances des soignants qu'il ne faut pas oublier, la gouvernance et l'organisation de soins qui est parfois injuste, et la prise en charge qui ne suit pas vraiment la qualité espérée, mais aussi le maintien de liens. Alors tout ça, il faut passer par des recherches qui doivent être continues, et d'ailleurs on a une bibliographie qui est riche actuellement en termes de Covid, et assurer surtout le consentement au dépistage. Voilà, j'étais bref au sujet très ambigu, je m'excuse pour le retard et je vous remercie.